Partie 5. La grande découverte. Après cette rencontre, mon esprit restait constamment obnubilé par le mystère de la structure identifiée à l'intérieur des monts Bucégy. Je crevais d'envie de participer aux préparations préliminaires et d'être là au moment du percement du tunnel. Mais je savais que ce n'était pas possible. Je devais me contenter de la chance d'avoir accès à cet endroit dans un bref délai, en espérant que rien ne change entre-temps. 1 mois et demi après ma dernière conversation avec César, j'attendais fébrilement un signe de sa part. J'imaginais toutes sortes de possibilités et chaque instant n'était qu'une longue attente. J'avais une confiance aveugle en César, et je savais qu'il allait faire tout ce qui était en son pouvoir pour me faciliter l'accès à cette zone. J'étais conscient de la tension qu'il devait subir à cause de la situation qui devait être maintenue en équilibre. Ce qui était en train de se passer dans les montagnes était exceptionnel, d'une importance capitale pour la sécurité du territoire, mais aussi pour celle de l'humanité, si l'on prenait en compte l'intérêt hypertrophié des maçons pour cet endroit. Les opérations et le plan que César avait conçu n'étaient pas évidents, car il devait tromper la vigilance du seigneur Massini et de tous les grands maçons dont les yeux étaient rivés sur cette montagne. Par-dessus tout, il y avait la pression émanant du risque que cette information ne fuite et parvienne en haut de l'État. Et alors, la situation deviendrait incontrôlable. Le plan de César impliquait de mettre au courant la haute autorité politique à un moment ultérieur, bien défini. La base secrète dans la montagne. Le moment tellement attendu est survenu au milieu du mois d'août. J'ai été contacté par les moyens habituels lors d'un matin ensoleillé. Rapidement, j'ai réalisé que les mesures de sécurité étaient beaucoup plus intenses qu'à l'habitude. Je ne vais pas rentrer dans les détails car ils sont superflus. Pour faire court, peu après l'heure du déjeuner, je suis arrivé à l'une des bases militaires secrètes sur les contreforts de la montagne. Là, j'ai été pris en charge par un hélicoptère du département 0 et accompagné par 2 militaires portant un uniforme spécial. Aucun des 2 militaires ne m'a adressé la parole pendant tout le trajet. Les changements de véhicules et d'accompagnateurs se produisaient vite, à la suite d'ordres très courts. Même si je connaissais les motifs de cette sécurité renforcée, j'avoue que j'étais contrariée par ces mesures si strictes en les considérant exagérées. Je me suis vite rendu compte que je n'étais absolument pas en mesure d'apprécier la véritable valeur de toute cette opération, et j'ai rapidement compris la chance que j'avais d'avoir accès à une des plus grandes découvertes des temps modernes. J'eus la certitude que, réellement, on avait fait une découverte d'une importance capitale. Je pensais au fait que cette découverte aurait pu changer radicalement la conception de l'immense majorité des gens en très peu de temps. Mais cette pensée m'attristait, car dans la conjoncture mondiale actuelle, j'étais bien conscient du surréalisme de cette idée. Pour assister à une grande transformation, qui aurait impliqué une nouvelle conception du passé de l'humanité et du sens de la vie, une grande diplomatie doublée d'une grande intelligence était nécessaire pour réussir à éviter les nombreux pièges de nature psychique, physique et même matérielle qui engluaient les masses populaires. Immergé dans ces pensées, je me suis à peine rendu compte de la descente de l'hélicoptère qui s'approchait de la nouvelle base construite dans la montagne. Mes réflexions s'évaporèrent comme par magie à la vue de l'ensemble de ce que je pouvais apercevoir à quelques dizaines de mètres de hauteur. Même si j'étais habitué aux opérations tactiques militaires et aux techniques utilisées dans de telles situations,
Ce que je voyais dépassait de loin tout ce que j'avais pu imaginer. En premier lieu, j'ai rapidement noté la présence massive des forces américaines à cause du nombre important de véhicules tout-terrain caractéristiques, et également de certains ensembles massifs recouverts de bâches portant le drapeau des États-Unis. Je me suis également aperçu qu'un seul chemin était aménagé. Il arrivait de la vallée par la forêt, protégé par 2 rangées de militaires. À vue d'œil, il y avait environ 200 hommes dans ces 2 rangées. Les militaires qui formaient le rang intérieur portaient un uniforme de couleur sombre, et ceux de l'extérieur un uniforme habituel. Ils avaient des armes automatiques, et la distance qui les séparait était d'à peine quelques mètres. Le chemin était bloqué par des barrières massives en face de chaque rangée, avec un poste de contrôle de chaque côté. L'activité était frénétique. Il y avait un va-et-vient continu à l'intérieur du périmètre. Mes observations furent interrompues par l'atterrissage de l'hélicoptère. En descendant, j'ai immédiatement été encadré par 2 hommes de troupe d'origine américaine. On s'est déplacé sur environ 20 mètres et l'on a attendu environ 1 heure avec 2 hommes supplémentaires. C'est à ce moment que j'ai réalisé la proportion de l'opération et je commençais à comprendre son importance exceptionnelle. Au début, j'étais surpris par ce déploiement incroyable. Je regardais mes 4 gardiens avec respect, car pendant 1 heure, ils n'esquissèrent aucun geste, ni ne prononcèrent aucun mot. Ils étaient tellement impassibles que j'avais l'impression de voir des robots. J'ai essayé, pendant ce temps, d'apprendre le motif de notre attente et d'autres petits détails, mais c'était comme si je parlais à des murs. Je me suis donc résigné à attendre César. Il était fatigant de rester debout aussi longtemps, et j'ai profité de l'occasion pour observer en détail tout ce qui m'entourait. Je me trouvais à moins de 100 mètres de tous mes rêves et suppositions sur cette phénoménale découverte qui attendait depuis des dizaines de milliers d'années. Le frisson de l'inconnu qui flottait dans l'air imprégnait chaque personne sur la base et lui donnait un regard énigmatique. À la droite de l'endroit où je me trouvais, on pouvait observer une ouverture dans la montagne et un long tunnel. Je pouvais observer le système électrique installé à l'entrée du tunnel et qui semblait se prolonger à l'intérieur. L'entrée était bloquée par une barrière de métal et protégée par 4 Américains. Ce qui attira mon attention était un hangar géant creusé dans la roche, à droite de l'entrée. Il était immense, mesurant environ 10 mètres de hauteur sur 50 mètres de profondeur. La réalisation semblait parfaite, avec une verrière incurvée de façon idéale. Je me suis demandé à quelle technologie avait-il eu recours pour le construire en à peine 1 mois. C'est bien après que j'appris que la réalisation de ce hangar n'avait duré qu'1 jour. À l'intérieur s'empilaient des caisses en bois d'un côté et de l'autre. Il y avait également 3 étranges constructions, comme des chambres en longueur, qui étaient probablement utilisées pour l'analyse et la recherche. L'ambiance à l'intérieur du hangar semblait très agitée. Je pouvais observer des personnes en blouse blanche qui entraient et sortaient hâtivement de ces mini-laboratoires avec différents objets et papiers. Ni le tunnel, ni le hangar n'étaient protégés par des portes, et le personnel se déplaçait dans des mini-voitures électriques semblables à celles d'un terrain de golf. Le hangar était alimenté par 2 grands générateurs en extérieur sur la montagne. À une certaine distance sur ma gauche, je pouvais observer plusieurs tentes modernes qui étaient probablement l'endroit où les hommes se reposaient. Mais je ne vis nulle part de cuisine. J'en déduisis qu'on devait faire livrer la nourriture.
Ultérieurement, j'appris que les cuisines étaient aménagées plus bas dans la vallée et qu'un groupe du département 0 ramenait tous les jours les vivres à la base. Chaque unité était servie dans son campement pour limiter les risques. Deux constructions sphériques constituaient les résidences du staff roumain et américain. César m'informa qu'une de ces sphères, la plus petite, était habitée par le général Obadea lui-même, et l'autre par deux généraux du Pentagone, ainsi qu'un conseiller de la sécurité nationale de Washington. Ces bâtiments étaient ergonomiques et futuristes, donnant une plaisante impression de confort. J'observais l'activité dans le périmètre. Chaque personne bougeait rapidement et donnait l'impression de savoir exactement quoi faire. De temps à autre, des voitures s'arrêtaient et déposaient des caisses. J'étais étonné par la présence massive des Américains, car César m'avait laissé entendre qu'une seule équipe manœuvrait le dispositif de forage plasma. Au moment où je me faisais ces réflexions, je remarquai qu'un des militaires roumains recevait des ordres dans l'oreillette. Dans la foulée, nous nous dirigeâmes vers l'entrée du tunnel. Nous avons stoppé à quelques mètres de l'ouverture. Mon cœur s'est emballé. De l'autre côté, attendait le plus terrible secret de la planète. Que s'était-il passé depuis ma dernière discussion avec César ? Qu'avait-il découvert dans le cœur de la montagne ? La lumière était discrète à l'intérieur du tunnel, et après environ 10 mètres, celui-ci tournait vers la gauche. César arriva. Il déboucha du tunnel avec à sa suite un homme plus âgé, doté d'un visage ferme et d'un regard déterminé. Les deux personnages étaient graves et silencieux. César s'approcha de moi et les 4 militaires purent disposer. Je fis connaissance du général Obadea et après les salutations habituelles, il s'engouffra dans la construction sphérique. Il était évident que le général savait tout de moi et qu'il avait consenti à ma venue sur la base. Il est probable que ma présence en ce lieu faisait partie de leur plan concernant les actions maçonniques. Même si je n'étais qu'une petite pièce dans ce grand rouage, j'étais content d'avoir la chance d'être là. La grande galerie. La situation est critique, me dit César, préoccupé. La relation avec Massini est très tendue. Mais plus grave encore, tout le monde est au courant de cette opération. On avait pensé à cette possibilité, mais pas aussi rapidement. Notre intention était d'informer l'État dans un futur proche à un moment favorable. Il est vrai que tu n'es pas au courant de tous les événements survenus lors du dernier mois, mais je vais t'en faire part en marchant. Nous ne prîmes donc pas de véhicule électrique, et César me raconta rapidement les derniers événements en date. Le tunnel était recouvert d'une couche de caoutchouc. À l'entrée et sur quelques mètres, des infiltrations d'eau se faisaient remarquer. Mais dès la bifurcation vers la gauche, à approximativement 10 mètres de l'entrée, tout était parfaitement sec. J'étais étonné par la perfection du forage. La lumière blanche laissait apparaître les splendides couleurs des différentes formations géologiques. Le bruit de nos pas était amorti par le caoutchouc et une atmosphère énigmatique baignait la galerie. Il fit subitement froid, mais César précisa que cela n'allait pas durer. On s'est arrêté et j'ai pu voir la galerie. Après le virage, elle continuait en ligne, parfaitement droite sur environ 50 mètres, comme un tunnel de métro. Plus loin, au cœur de la montagne, se situait une immense porte. 2 militaires la gardaient. Je me suis rappelé l'esquisse que César m'avait faite rapidement. Elle correspondait bien à la réalité.
J'ai été impressionné par la technologie des Américains, me déclara César. La machine utilisée pour le forage n'est pas très grande, mais elle nécessite un équipement spécial. J'ai moi-même participé au forage habillé du costume ad hoc. Tu as la sensation que la roche fond sous l'action du jet de plasma. La vitesse est impressionnante pour un tel travail. La distance entre l'entrée et les 2 militaires de la porte fut réalisée en à peine 5 heures. Tout est parfait après le plaçage du plasma, très propre. Tandis qu'on parcourait la grande galerie, César m'informa qu'ils avaient tenté de forer à un autre endroit dans la montagne pour contourner la barrière énergétique. Ils avaient choisi ce lieu plus haut sur le versant, à approximativement 300 mètres de la base. Ils avaient creusé pendant plusieurs jours pour arriver au mur du tunnel, et là, tous les efforts pour le percer avaient été vains. Ils avaient été obligés d'abandonner cette possibilité et de reboucher l'entrée qu'ils avaient dégagée. Ils étaient donc revenus au point initial et avaient creusé la roche pour arriver à la barrière énergétique. Le forage était monitoré à chaque instant sur les écrans de contrôle. Nous avons commencé à voir la galerie que tu observes maintenant, et ainsi avons pu raccorder les 2 tunnels, m'expliqua-t-il. Entre-temps, nous étions arrivés devant l'entrée doublement gardée. D'après les uniformes, l'un des gardes était roumain et l'autre américain. Les militaires ont salué César, et un système de reconnaissance oculaire apparut pour l'ouverture. Toutes les mesures de précaution ont été prises, énonça César. L'empreinte de mon iris permet d'ouvrir cette porte. Le système de sécurité ne s'active qu'à mon empreinte ou celle du général Obadea. À la lecture, le système de protection par rayon laser se désactive. Nous avons refusé que les généraux américains soient enregistrés. Il n'y a que nous qui avons accès à la grande galerie. C'est à partir de ce moment qu'on a vu apparaître les premiers problèmes. César embraya sur le barrage. Il est actif dans cette zone. C'est une sorte de protection énergétique, mais nous n'avons pas réussi à comprendre comment elle fonctionne. Nous ne comprenons pas non plus comment elle a pu résister autant d'années. Nous ne connaissons pas sa source, ni son moyen d'alimentation, ni même la technologie utilisée. En dehors d'avoir réussi à le dépasser, nous ne connaissons pratiquement rien sur ce barrage. Je me tenais derrière lui, regardant le toit de la galerie, là où l'on avait réalisé la jointure avec le grand tunnel. Il y avait d'abord quelques mètres de galerie dans la roche, d'un diamètre supérieur au forage du dispositif américain. Sur cette portion, les murs n'étaient pas aussi nets. Il y avait beaucoup de recoins sur une longueur d'environ 6 mètres. Un raccord entre les 2 galeries avait été réalisé au niveau du sol, nivelé en pente de notre galerie vers la galerie ancienne, dont les dimensions étaient beaucoup plus importantes. La différence de niveau était d'1 mètre environ, et la transition entre les 2 tunnels était parfaitement visible. Personne ne savait comment ce second tunnel pouvait naître directement dans la montagne. De toute évidence, ce n'était pas naturel. La possibilité d'avoir rebouché l'entrée sur 60 mètres n'était pas franchement crédible, car la structure de la roche était partout identique. Je demandai à César ce qui s'était exactement passé lors de leur arrivée au barrage énergétique. À cet instant, j'étais en train de discuter de la sécurité de la base avec le général Obadea et les autres officiers du Pentagone. Nous avons été prévenus que l'unification des 2 galeries venait d'être réalisée. Le temps qu'on arrive, les militaires avaient commencé à retirer le dispositif plasma de la galerie. 3 hommes de la première équipe spéciale du département étaient rentrés à l'intérieur pour examiner cette nouvelle galerie. C'était une erreur,
car ils avaient ignoré le protocole d'action préétabli. En avançant lentement, ils ont commencé à analyser la zone sur quelques mètres, qu'ils savaient libre jusqu'à la barrière énergétique invisible. Personne ne s'est vraiment expliqué ensuite comment les choses se sont déroulées. Il est probable qu'ils se soient trop rapprochés du barrage, car quelques instants plus tard, nous avons entendu un bruit étrange et très puissant, comme la détonation d'un court-circuit. Nous les avons trouvés au sol, à la base inférieure de la barrière invisible, leurs corps dans des positions étranges. Tous morts. Une mort instantanée par arrêt cardiaque. Nous avons tenté d'amortir l'incident, mais cela a généré un vent de panique. Comme j'allais le comprendre plus tard, cette panique se ressentait parmi l'équipe américaine, car leur peur initiale se révélait fondée. Nous n'avions aucun moyen d'accès à cette antique galerie. Le forage latéral avait échoué à cause de la méconnaissance de la roche qui résistait à toute tentative, et le barrage énergétique semblait infranchissable. Le seigneur Massini, qui était également sur place, a demandé mon opinion. À ce moment précis, le détachement américain n'était pas au complet. Il y avait seulement les spécialistes du forage, une équipe de chercheurs et les représentants de Massini qui se trouvaient encore sur place, 2 généraux du Pentagone et un conseiller présidentiel. Entre parenthèses, je ne suis pas certain que le président des États-Unis soit au courant de cette opération. Les maçons la considèrent comme un problème interne. Massini en sait davantage sur l'origine de cette découverte et, d'après ce que j'avais compris, il avait connaissance d'au moins un élément qui se trouve dans la grande salle dans laquelle nous allions arriver peu de temps après. Son impatience était contenue, et j'aurais pu sans doute obtenir leur éloignement de la zone, mais ça n'aurait rien apporté, juste une complication de plus. Massini m'aurait remplacé illico et évincé le général Obadiah de l'opération, dont le pouvoir politique n'était pas encore informé. Il valait mieux que l'information vienne de nous, et non pas d'étrangers. Mais un événement totalement imprévu est venu modifier la situation, ce qui n'arrange rien au climat général aujourd'hui. J'espère seulement que ces tensions vont se contenir et ne pas générer de conséquences imprévisibles. César s'approcha de l'imposante porte plantée à la bord de la grande galerie. Il se dirigea vers le mur de gauche, là où la porte coulissait, et me dit « Maintenant, tu te tiens à l'endroit exact de la barrière énergétique lorsqu'elle était encore active. Est-ce que tu vois quelque chose sur le mur où je me trouve ?» Je regardai attentivement et vis, dans la roche, une forme carrée d'environ 20 centimètres qui semblait incrustée dans la paroi de la montagne. On pouvait également distinguer la forme d'un triangle équilatéral avec la pointe vers le haut sur le carré. C'est la clé que ceux qui ont bâti cette galerie nous ont laissée. Sans elle, on n'aurait rien pu faire. Après le décès des 3 soldats, je suis retourné au même endroit et j'ai analysé attentivement les environs. J'ai trouvé ce carré, parfaitement travaillé avec le triangle dessiné. Mais la galerie était bloquée par l'immense portail que tu vois. Le problème était que je me trouvais trop près du barrage d'énergie, qui se trouvait à approximativement 2 mètres en face de la porte, soit à l'endroit même où tu te tiens. Comme tu peux le voir, le carré se situe entre la porte et la barrière. Comme cela semblait logique, j'ai supposé qu'il pouvait être la clé. Mais comment y accéder alors même que le chemin était barré ? Je regardais César ahuri. Les 2 militaires avaient depuis longtemps repris leur garde en nous laissant seuls à l'entrée du mystérieux boyau. J'avais des frissons
à l'idée de la proximité de tous ces secrets si anciens. Mon corps me semblait plus léger à cause de l'adrénaline, et j'entendais à peine les mots de César. Malgré tout, mon esprit était vif, et tout me semblait clair. C'était un problème de fréquence de vibration, ai-je lancé, surpris par mon calme. César me regarda avec étonnement. C'est exact, me confirma-t-il. En cherchant une solution, j'ai fermé les yeux et je me suis concentré sur l'obstacle invisible. Peu après, j'ai senti qu'il était d'une certaine façon vivant, d'une manière spéciale, inexplicable. Le seigneur Massini était le seul à en savoir davantage, mais je ne voulais rien lui dévoiler de mes découvertes. J'ai senti qu'entre le barrage et moi existait une certaine compatibilité, comme une sorte de sympathie réciproque, et que j'avais réussi le test de la fréquence personnelle. Je n'ai pas arrêté de me demander depuis quel degré exceptionnel de technologie avaient ceux qui avaient mis en place ce contrôle énergétique, que la science moderne ne pouvait même pas concevoir. J'ai alors pris quelques cailloux et je les ai jetés sur la muraille indiscernable. Dès que les pierres heurtaient ces parois, elles se transformaient en une fine poussière en formant une ligne droite sur le seuil. J'ai demandé qu'on m'apporte d'autres objets, en métal, en plastique, en bois et en cuir. La conclusion était claire. Tout ce qui était constitué de substances amorphes se transformait en poussière, et tout ce qui était en matière organique était rejeté, car ne possédant pas la fréquence de vibration requise. J'ai envoyé les poussières pour analyse en laboratoire. Puis, j'ai touché le mur invisible légèrement avec la main. J'ai senti de légers picotements, agréables, et cela m'a poussé à avancer mon corps pour finalement arriver de l'autre côté. La largeur du barrage n'était pas plus épaisse qu'1 centimètre. Les Américains et quelques membres de mon équipe restés de l'autre côté me dévisagèrent stupéfaits. Je me suis approché du mur et appuyé sur le triangle que tu vois. En fait, je n'ai même pas eu besoin de le toucher, car il n'est pas mobile. Il y a juste un léger dénivelé sur le mur. La porte en pierre a commencé à bouger doucement vers la gauche, presque sans bruit, et elle s'est arrêtée dans la position d'aujourd'hui. C'est là que nous avons vu la première fois la grande galerie. Ce fut un moment très chargé émotionnellement. Elle était éclairée, exactement comme aujourd'hui, sans pour autant être reliée à une source d'énergie. César fit une pause. Je regardais, stupéfait, à l'intérieur de la grande galerie. Je pouvais imaginer que l'éclairage provenait de son extraordinaire habillage. Cette lumière était assez faible, quoique très agréable, et elle procurait, Dieu sait comment, une sensation de bien-être et de détente physique et psychologique. Ensuite, un sentiment complexe et profond nous a envahis. C'est la vastitude du corridor qui l'a provoqué, mais aussi sa couleur, ses composantes également, poursuivit César. On en voit difficilement la fin, mais il tourne brusquement à droite au bout de 300 mètres. Tu vas en juger par toi-même. Mais revenons au barrage énergétique. J'ai à nouveau effleuré le triangle et le portail a coulissé en obturant l'accès. Après l'avoir ouvert de rechef, je me suis aperçu que le barrage avait disparu. C'est donc cette unique commande qui éloigne l'obstacle énergétique et ouvre la porte vers la grande galerie. J'ai ultérieurement fait plusieurs expériences après avoir délimité la zone exacte du barrage. Le général Obadea
a seulement effleuré du doigt la barrière énergétique, et même s'il ne lui est rien arrivé de grave, il a été pris d'un malaise et d'une soudaine sensation de vomissement. Le conseiller présidentiel américain a, lui, violemment été jeté à terre, bien que le contact n'ait duré qu'un bref instant. Il mit plusieurs heures à se réveiller après son malaise. À la suite de cet épisode, plus personne ne désirait tenter l'expérience. Il est probable que les 3 militaires qui ont péri furent en contact simultané avec une plus grande surface. Quand on se tient entre la porte fermée et le mur énergétique, les gens qui n'arrivent pas à traverser ce dernier ne peuvent pas tenir longtemps. Nous avons essayé avec plusieurs volontaires. Après avoir clos le portail et actionné le système énergétique, ils m'ont dit ressentir une sensation d'étouffement qui devenait rapidement insupportable. Nous avons donc été contraints de laisser ouvert le barrage et la porte. Cependant, nous avons mis un garde et nous avons installé un système d'alarme qui prévient de toute intrusion non autorisée. Le système de sécurité se réinitialise après 5 secondes. Viens, je vais te montrer comment fonctionne le portail. César toucha le triangle. L'immense porte d'environ 30 cm d'épaisseur et d'une hauteur d'environ 6 mètres se mouvait silencieusement grâce à un système non identifiable. Quand le ventail a complètement oblitéré l'entrée, j'ai pu remarquer ses finitions parfaites, mais sans aucune inscription. C'était juste un mur immense de roches légèrement brillants, pesant certainement plus de 20 tonnes. Qu'est-ce qui rendait son mouvement aussi délicat? À cet instant, je me suis mis à respirer difficilement et je fus pris de vertige. César, qui gardait un œil sur moi, ouvrit de nouveau la porte et mon malaise disparut comme par enchantement. Il devina la question que je me posais. Je ne sais pas ce qui enclenche cet effet si spécifique. C'est probablement un mécanisme qui se déclenche entre la porte et la barrière énergétique et qui affecte les organismes vivants dans cet espace intermédiaire. Nous ne sommes pas non plus parvenus à comprendre le fonctionnement de la porte. Si tu regardes attentivement, quand elle coulisse vers la droite, elle pousse une roche. Quand elle coulisse vers la gauche, la roche revient sur la porte comme poussée par un ressort. Mais je ne pense pas que ce soit une méthode primitive, car tout se passe de façon trop précise et silencieuse. Les Américains ont proposé de casser la roche qui couvre la porte pour examiner ce qui se trouve en dessous. Mais nous n'avons absolument pas envisagé une telle situation. Pour moi, c'était puéril de proposer tout ça. Tout est si exact et parfaitement exécuté dans ce mécanisme. Rien ne peut se glisser entre la porte et la roche, et on ne peut pas non plus voir ce qu'il y a derrière. La porte sort purement et simplement du mur à gauche de la galerie jusqu'au mur à droite où elle s'encadre parfaitement. Tandis qu'on menait ces expérimentations et observations après la désactivation de la barrière, un des militaires qui assurait la surveillance nous annonça que les techniciens américains voulaient nous annoncer quelque chose d'exceptionnel, continua César. Un des 2 généraux américains et Obadiah ont rapidement rejoint le centre technique d'analyse de données. Puis, ils m'ont informé qu'immédiatement après la désactivation du premier barrage énergétique de l'entrée de la Grande Galerie, le bouclier sphérique qui se trouvait à l'autre bout de la galerie s'était brusquement activé, passant ainsi à un niveau supérieur de vibration en émettant une forte radiation lumineuse. César se dirigea vers le poste de garde des militaires. « Allons maintenant. Il est temps de rentrer dans la grande galerie. Tu pourras voir par toi-même. » Il s'identifia une fois de plus et nous franchîmes le seuil. Je marchais, pour la première fois,
sur l'étrange matière du tunnel antique. Derrière nous, les militaires avaient repris leur position. 2 véhicules électriques nous tendaient les bras, mais nous avons continué de marcher. César se donnait ainsi le temps de me raconter ce qui s'était passé avant que nous ne débouchions dans la structure mystérieuse. Les murs et le sol étaient faits de roches parfaitement travaillées. Je me suis approchée de la paroi gauche et l'ai touchée. Elle était couverte d'une matière à la fois synthétique et étrangement organique. Cela avait la couleur du pétrole, mais certains endroits se moiraient de reflets verts et bleus. Des traits irréguliers provoquaient une impression visuelle de vague. Pendant qu'on se déplaçait, les traits se modifiaient de façon ralentie, en créant la sensation que c'était juste un effet de notre mouvement. Les nuances de couleurs avaient un effet profondément relaxant sur le psychisme et modifiaient sensiblement notre appréciation de la distance. Je questionnais César sur ce point. Oui, on l'a vu également, et nous avons été obligés de mesurer la distance totale et la segmentation de la galerie, et de poser des indicateurs de distance. En effet, sur la droite de la galerie, des indications de distance en mètres et en yards se suivaient depuis l'entrée. J'ai également remarqué que le matériau était rugueux. De plus, il ne pouvait être ni rayé ni courbé. César m'a dit qu'il résistait à toute tentative de percement et qu'il absorbait les flammes. Les chercheurs américains ne peuvent pas se prononcer sur la nature de ce matériau, car ils sont incapables ne serait-ce que d'en prélever un échantillon. La seule chose qu'ils peuvent affirmer est qu'il s'agit d'une combinaison entre matière organique et inorganique, mais la façon dont il est constitué est un mystère. La borne de distance indiquait 280 mètres, quand le tunnel bifurqua brusquement vers la droite. Je n'arrivais pas à comprendre ce soudain changement de direction. Au loin, je pouvais apercevoir une lumière bleue féerique. Observant mon émotion, César me dit « Là-bas se trouve la fin de notre voyage. Mais d'une certaine façon, c'est également le début de quelque chose de plus grand, conformément aux informations dont je dispose maintenant. Les moyens technologiques qui nous ont permis de déchiffrer ces informations sont incroyables, mais tu ne pourras pas avoir accès à ces données. Tu comprendras mieux dans la salle des projections. C'est le nom que nous avons décidé de lui donner. Cela signifie-t-il que les Américains y ont également accès ? Questionnai-je. Immédiatement après avoir résolu le problème du premier bouclier énergétique, le seigneur Massini a voulu pénétrer dans la grande salle. J'ai invoqué des risques trop élevés qui avaient donné lieu à la mort des 3 personnes, mais aussi la nécessité d'implanter un système de sécurité. Cela ne lui a pas plu, mais il n'avait pas le choix. Je voulais gagner du temps et surtout je voulais avoir la grande salle sans être accompagné d'un maçon. Je ne savais pas ce qu'il cherchait, mais j'espérais m'en rendre compte sur le champ et pouvoir inventorier son contenu. Les enregistrements satellites montraient l'existence d'un espace immense au bout de la grande galerie, lui-même protégé par un autre écran énergétique. Pendant une pause et profitant de l'absence des Américains et de Massini dans le tunnel, j'ai sauté dans une voiturette. J'ai roulé jusqu'à apercevoir l'étrange lumière que tu as vue. Ce que tu vois briller est le reflet d'une portion du bouclier énergétique qui protège l'immense salle dans laquelle nous allons déboucher dans peu de temps. Au bout, la galerie fait un coude. J'espérais passer ce nouveau barrage aussi facilement que le premier. En arrivant, j'ai été saisi. Le tunnel où nous sommes s'ouvre brusquement en une salle gigantesque,
au cœur de la montagne, protégée par un immense bouclier énergétique sphérique. Ce bouclier délimite la salle des projections et tout ce qu'elle contient. La grandeur de l'ensemble est phénoménale. Au moment où je commençais à étudier le moyen d'y pénétrer, un appel d'urgence de la base me fit rebrousser chemin. La nouvelle que j'allais recevoir compliquait considérablement les choses. C'était imprévisible. Tension diplomatique exceptionnelle. J'ai rapidement fait demi-tour pour aller voir les Américains et mon chef. Il y avait un imprévu qui bouleversait tous les plans, les nôtres, mais aussi ceux de Massini. D'ailleurs, l'Italien était assis en retrait, profondément pensif. Il était probablement en train de revoir sa position. La presse avait eu vent de quelque chose? Pire. Tu te rappelles la découverte que les Américains avaient faite non loin de Bagdad? Et que là-bas, il y avait également une barrière énergétique qui n'avait pu être franchie et qui était identique à notre bouclier de la grande salle? Je confirmai en hochant la tête. La découverte n'était pas un hasard. C'était la conséquence de certains relevés opérés par les mêmes satellites militaires d'espionnage qui avaient mis le doigt sur la structure du BUCG. Le conseiller de sécurité nationale avait reçu un fax ultra secret dans lequel on lui annonçait que le bouclier de Bagdad s'était brusquement activé en émettant une forte fréquence. De plus, était simultanément apparu un hologramme de la planète qui représentait progressivement le continent européen, puis la zone sud-est, puis le territoire roumain, puis les monts BUCG et finalement la localisation de la structure interne. Il était évident que les deux structures étaient mystérieusement liées, de sorte que l'activation de l'une avait activé l'autre. Qui sait, il existe peut-être un réseau de telles structures dans le monde entier. La mauvaise nouvelle étant que le président des États-Unis avait été informé de l'opération et qu'il avait contacté la diplomatie roumaine par l'intermédiaire des services secrets. En à peine quelques minutes, l'opération avait été mise sous le feu des projecteurs. On avait déjà annoncé l'arrivée d'une commission spéciale de Bucarest pour évaluer la situation sur place. J'étais tellement captivée par les déclarations de César que je ne m'étais pas aperçue m'être arrêtée en l'écoutant. Il restait presque 100 mètres jusqu'à la dernière courbe et la lumière du bouclier devenait de plus en plus prégnante. « Ils ont voulu reprendre le contrôle ?» l'ai-je interrogé impatient. C'était l'ordre initial, mais ça s'est compliqué quand ils ont vu à quoi ils avaient affaire. Mes peurs sont devenues réalité. Nos politiciens, ceux qui possédaient l'habilitation nécessaire, ont paniqué. Il était évident qu'ils ne pouvaient pas faire face aux événements et que les décisions allaient être prises à la hâte. Obadea fut mandaté à Bucarest. L'existence du département et son indépendance étaient sur la sellette. Il devait justifier l'occultation de cette mission. Avant de partir, Obadea et moi avons discuté et avons décidé d'un commun accord de dévoiler tous les aspects, les intrigues et les plans de l'année qui venait de s'écouler, ainsi que ce qu'impliquaient mes liens avec le seigneur Massini. Le principal problème était de trouver les bons interlocuteurs pour faire un tel rapport, parce que si l'on se trompait de cible, tous nos plans se retourneraient contre nous et l'opération serait stoppée. L'équipe américaine fut isolée et la garde du tunnel et également la nôtre furent assurées par un corps spécial de l'armée. La tension diplomatique était tangible et les pressions de Washington étaient à son comble. À cette minute,
personne n'avait encore connaissance du contenu de la grande salle protégée par le bouclier. Toutes les opérations avaient été stoppées. Tout déplacement dans la base était interdit, à l'exception de celui des militaires. 2 généraux de l'armée roumaine en assuraient la coordination, en étroite liaison avec le haut pouvoir politique roumain. Le seul qui réussit à quitter les lieux fut Massini, suite à un ordre express provenant de Bucarest. À partir de cet instant, je ne l'ai plus revu, mais crois-moi que j'ai bien senti son influence par la suite. Je parle de la lutte silencieuse qui se joue en coulisses entre les diplomates roumains et américains, mais également dans les décisions politiques ultérieures. Tout s'est passé très vite. Il y a seulement 8 jours que tout a basculé. En écoutant César, j'étais très étonnée du tournant que les choses avaient prise, mais surtout de me trouver là comme si rien ne s'était passé. Si je suis là, et si vous êtes arrivé à entrer dans la salle des projections, cela signifie que l'intervention du général Obadea à Bucarest a fait des merveilles. César esquissa un sourire énigmatique. D'une certaine façon, oui. Le succès est dû à la moralité et au patriotisme de nos contacts. Une séance exceptionnelle fut organisée au Conseil suprême de défense, le CSTA. La plupart furent bouleversés par ce qu'ils apprirent. Il s'est créé alors, de façon spontanée, une grande sympathie pour le général et ses actions. Ils ont décidé, sur place, de continuer les recherches sous le commandement global du général et du mien. Mais malgré cette décision, la crise diplomatique n'avait toujours pas été débloquée. Les représentants américains ont été autorisés à quitter le pays le lendemain, mais l'équipe des chercheurs ainsi que toute la logistique et le matériel sont restés sur place. J'ai pensé que les choses étaient résolues, et j'étais presque content que cela se soit passé ainsi, car je n'avais plus besoin de faire semblant et concéder aux demandes de Massini et de sa clique. Malheureusement, leur influence et les pressions qu'ils ont exercées sur la diplomatie furent considérables. Nous arrivâmes, César et moi, à l'extrémité du tunnel qui déviait de nouveau brusquement sur quelques mètres vers la gauche cette fois. Le spectacle était à couper le souffle. La coupole gigantesque du bouclier diffusait une couleur splendide d'un bleu chatoyant, traversée en continu par des flashs d'un blanc électrique. Même si César m'avait dit que la salle des projections n'était pas isolée de l'extérieur par un ventail, comme c'était le cas du corridor, on ne pouvait rien voir à l'intérieur à cause du bouclier. Le tunnel se terminait abruptement en donnant sur cette salle immense de forme semi-sphérique au cœur de la montagne. La coupole énergétique du bouclier faisait presque corps avec la montagne. À vue d'œil, la différence de niveau entre la coupole du bouclier et le plafond rocheux était d'une dizaine de mètres. La lumière féerique qui émanait du bouclier énergétique rendait l'image merveilleuse. La beauté de ce tableau inhumain fit frémir mon cœur d'émotion et d'enchantement. « Comment as-tu réussi à entrer » ai-je interrogé César. « Sache que c'est plus simple que tu ne le penses. Il est probable que les constructeurs ont imaginé que le premier barrage était un véritable frein pour les éventuels prétendants, en le jugeant suffisant pour la sécurité de l'ensemble de l'ouvrage. Je dois avouer qu'ils avaient raison. Rien ne peut traverser la première barricade à moins d'avoir une conscience mentale supérieure, profondément bénéfique. Même dans le cas d'une déflagration, la base est parfaitement protégée. C'est peut-être pour cette raison que la grande galerie commence ex nihilo, très à l'intérieur de la montagne. Je n'arrive pas à comprendre quelle technologie ils ont utilisée.
Quand j'ai reçu les nouveaux ordres de Bucarest, j'étais comblé. Je devinais la lutte qui débutait à peine, mais au moins on avait un soutien politique et un commandement sur place. Ce jour-là, je suis entré dans la salle des projections. J'étais seul et j'ai pu approcher le terrible mystère caché ici depuis 5000 ans. Tu peux difficilement imaginer mes sentiments à ce moment-là, mais je ne peux pas tout te dévoiler. Tu as mentionné une période de temps. Comment sais-tu de quand ça date? Ce fut le fruit de notre recherche sur certaines données qu'ils nous ont laissées et que tu pourras voir. Pendant cette dernière semaine, se sont enchaînés tous les événements dont je te parle. Beaucoup d'entre eux se sont déroulés très rapidement et les changements de situation furent quelquefois dramatiques. Je vais tout te raconter maintenant, parce qu'une fois là-bas, dans la salle, tu seras captivé. Nous nous sommes approchés de la ligne de démarcation entre la grande galerie et l'entrée de la salle. J'écoutais César tandis que je regardais, fasciné, les flashs de lumière jouer sur la surface bleutée de la sphère. Après la décision du CSAT, le Conseil suprême de défense, de poursuivre les recherches, toujours sous le commandement du département 0, nous sommes allés plusieurs fois dans la salle des projections. Là, nous avons tout inventorié avec notre équipe de spécialistes. Le lendemain, les premiers signaux politiques contradictoires sont apparus. Les ordres déboulaient et s'annulaient réciproquement. C'était révélateur. Nous avons transmis le résultat de nos découvertes. Il semble que ce fut le fusible qui fit exploser la bombe. Il y a 2 jours, le général Obadea m'a raconté qu'après son retour de Bucarest, le CSAT était en séance continue, tout en gardant un œil sur ce que nous étions en train de découvrir. Ils ont décidé de tout rendre public. Ils avaient intégré le général Obadea à la structure du CSAT et sa parole eut une grande valeur en faveur de la déclaration publique de cette découverte. Certains membres de la CSAT s'y sont opposés avec véhémence, mais ils étaient en minorité. Les esprits étaient si échauffés qu'ils ont finalement quitté la salle. Les conseillers présidentiels n'arrêtaient pas les va-et-vient. Lorsque la diplomatie américaine fut informée que la Roumanie allait faire un communiqué mondial d'une importance cruciale pour l'humanité, tout a été plongé dans le chaos. Le général m'a dit qu'il n'avait jamais vu un tel état d'agitation et de panique parmi les diplomates. Personne n'en connaissait la cause, mais tous devinaient que quelque chose de très grave était en train de se passer. Puis, le président fut appelé par la Maison-Blanche. Ce fut un dialogue ultra secret. La discussion ne dura pas longtemps. Le président annonça ensuite l'arrivée d'une délégation américaine au plus haut niveau diplomatique à Bucarest. Les informations ont filé à la vitesse de l'éclair. En quelques heures, toutes les transactions et les ententes de l'État roumain avec les organismes financiers internationaux ont été bloquées. On attendait à tout moment l'instauration de l'état d'urgence, car le ministère de la Défense avait donné l'ordre général à ses officiers de se tenir prêts. Tout ça entraîne beaucoup de confusion, voire de terreur pour ceux impliqués dans les opérations, car ils ignoraient les causes de cet état d'urgence. Les discussions entre Américains et Roumains ont eu lieu sans interprète. Elles furent violentes, avec des insultes et des menaces. Aucun autre pays n'était au courant, mais les Américains savaient qu'il y avait des pays très puissants qui feraient front avec la Roumanie pour soutenir sa déclaration. Mais que voulait-il publier dans cette déclaration?
Ils auraient rendu publiques les principales informations sur la découverte du BUCJ, en mettant à disposition du monde entier des preuves, des photographies et autres éléments essentiels pour appuyer cette déclaration, comme les plans de la structure de la montagne. On aurait alors invité des hommes de science pour mener des études et on aurait mobilisé toutes les ressources mondiales afin de résoudre ces nombreuses énigmes. La découverte concernant le passé très éloigné de l'humanité et l'histoire réelle tout à fait contrefaite sont à mon avis les points les plus importants. Je te dévoilerai en partie certains éléments très délicats. Mais comment ont-ils été mis au courant de tout ceci? Tu le verras, sois patient. La réaction américaine fut brutale. Cette déclaration aurait pu détruire en une seconde leur domination planétaire. Et en plus, cela aurait créé un véritable chaos dans leur économie et celle du monde entier par ricochet. Ce fut la raison principale invoquée. Ne pas bouleverser les populations. Mais on perdait de vue l'état de perturbation sociale qui serait le résultat direct du mensonge et de la manipulation entretenue de façon délibérée pendant des siècles par les classes politiques et surtout par l'organisation maçonnique. Sur le plan diplomatique, on a même reçu une intervention personnelle du pape qui nous conseillait de la réflexion avant de faire ce pas fondamental pour l'humanité. Le Vatican avait été informé par les Américains. Ils le considéraient comme un allié pour bloquer notre démarche, car cette découverte divulguée aurait réduit considérablement le pouvoir du Vatican et son influence sur tous les croyants. Toutefois, le pape n'a pas pris de décision ferme à l'encontre de cette déclaration. Il a seulement suggéré de bien analyser la situation. Il a même précisé qu'il mettrait à disposition de l'État roumain certains documents très anciens des archives du Vatican, d'une grande importance pour la Roumanie, et qui pouvaient appuyer la découverte du BUCJ. Enfin, après 24 heures de discussion, les Roumains et les Américains sont arrivés à un accord de collaboration, avec des termes qui s'équilibraient au vu des intérêts de chaque pays. Je ne peux pas te les dévoiler, mais je sais que la position de l'État roumain était celle de retarder le communiqué ou de faire une présentation graduée dans le futur. Le lendemain, quand le calme fut revenu, selon l'accord, a débarqué une équipe américaine avec toute la logistique nécessaire et 2 généraux et un conseiller spécialisé dans les problèmes de sécurité nationale. Ensuite, nous avons construit l'immense hangar dans la montagne que nous avons aménagé selon les besoins. Selon le protocole, nous avons mis en œuvre des mesures de sécurité, de protection et de surveillance qui doivent être développées ces jours-ci. C'est pour cette raison que tu n'auras pas accès à certains endroits de la salle des projections. La salle des projections. Ici, je fais une aparté. Un schéma nous est présenté illustrant les propos de César. Nous l'affichons à l'écran. César me fit signe d'avancer. La grande galerie prenait fin brusquement et débouchait dans une salle de 30 mètres de hauteur et d'environ 100 mètres de long. La salle des projections était délimitée par le bouclier énergétique pourvu de dimensions plus petites, d'une hauteur d'une vingtaine de mètres. Elle me sembla immense. Du bout du couloir jusqu'à l'entame du bouclier énergétique, il fallait compter environ 8 mètres. Cette distance était délimitée des 2 côtés par un matériau semblable à celui qui couvrait le corridor. Je marchais lentement, c'était comme un moment de vérité qu'on attend depuis toujours. Le rôle du bouclier est de délimiter la salle, comme un mur,
et aussi de la protéger des événements extérieurs, me dit César. Il y a une seule voie d'accès, une sorte de porte qui se trouve devant toi. En effet, en arrivant devant le mur d'énergie, je me suis aperçu que les côtés délimitaient en fait un passage. Je suis entré dans la salle, suivi par César, et derrière nous, le bouclier se referma. César m'expliqua que c'était la seule voie d'accès. Le bouclier était comme un hologramme parfait. Sa consistance était purement énergétique, en donnant l'impression d'être organique au même titre que le matériau du tunnel. À l'intérieur, la surface du bouclier n'avait plus la même couleur bleue, mais tirait sur un blanc or, reflétant ainsi une lumière plus claire et intense qui ne fatiguait toutefois pas les yeux. Je regardais avidement cet espace, qui, par un étrange procédé optique, me semblait gigantesque, tel l'espace cosmique. Le sol était recouvert de la même matière couleur pétrole, portant les reflets changeants de cette lumière étrange qui nous baignait. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. Rien de ce que je regardais ne correspondait aux dimensions du monde habituel. Mon regard fut attiré par le fond de la salle, à l'opposé de notre position. Sur la moitié de la circonférence, la salle faisait un corps commun avec le mur dans la roche de la montagne. Le bouclier énergétique ne descendait plus jusqu'au niveau du sol, comme devant l'entrée. Il se courbait à environ 10 mètres de hauteur en s'interrompant sur la muraille rocheuse. Ici, je fais à nouveau une aparté, car un schéma nous est présenté qui s'intitule « Vue d'en haut de la sphère à l'intérieur de la montagne ». Nous le faisons apparaître à l'écran. Dans la façade en pierre, haute d'une douzaine de mètres, 3 trous énormes semblaient être des tunnels. Un droit devant et les 2 autres d'un côté et de l'autre. Une lumière verdâtre s'en échappait. Les 3 ouvertures étaient gardées par 2 militaires chacune. Je me retournai vers César. « Vous avez mis en place une sécurité ici même ? Mais pourquoi ? Où mènent ces tunnels ? » C'est la zone qui ne t'est pas accessible. Elle est strictement interdite par le protocole secret signé entre Roumains et Américains. Je te fournirai quelques informations générales, mais certaines choses doivent rester cachées, au moins pendant certains temps. Commençons par là, me dit César, en se dirigeant vers la droite. En me décalant, je vis plusieurs tables immenses en forme de T disposées le long du mur. Elles faisaient environ 2 mètres de haut, et sur chacune s'inscrivaient des inscriptions inconnues, dont les caractères ressemblaient à l'écriture cunéiforme. On pouvait distinguer un triangle dans un cercle, mais rien d'autre ne ressemblait à des symboles standards. L'écriture n'était pas peinte. Les inscriptions étaient facilement lisibles à cause d'une légère radiation fluorescente, une couleur particulière différenciant chaque table. 5 tables se répartissaient de chaque côté de la salle. Sur certaines se trouvaient des objets à l'usage inconnu, peut-être des instruments techniques. Des fils blancs, translucides, descendaient au sol vers des boîtiers rectangulaires. Les boîtiers étaient faits d'un matériau brillant, argenté, impossible à rayer. J'ai tenté d'en bouger un, mais il était parfaitement ancré au sol. Les fils, très fins, étaient extrêmement flexibles et légers. À l'intérieur, de petites impulsions lumineuses couraient sur toute leur longueur. 2 des tables étaient vides, recouvertes d'une couche de poussière très fine de couleur orangée. César me dit qu'on avait analysé cette poussière
mais sans aucun résultat. La véritable surprise avait un rapport certain avec le nom attribué à cette salle. Lorsqu'on passait devant une table, une projection holographique s'activait au-dessus de sa surface. Des images tridimensionnelles en couleur se déployaient, parfaites et de très grande taille, presque 2 mètres de hauteur. Parce que les tables étaient trop hautes, on ne pouvait pas voir la source de l'hologramme. La technologie utilisée est formidable, me dit César. Les projections apparaissent sans aucun geste nécessaire, et elles se déroulent en fonction des réactions de la personne qui les regarde. Je me suis dirigée vers une table où s'appuyait une échelle rapportée par les équipes scientifiques, et je montais dessus pour voir le plateau. D'une longueur d'environ 5 mètres et d'une largeur d'1,5 mètre, une couche de matière ressemblant au verre la recouvrait, sans être transparente ni opaque. Cette surface se partageait en 4 grands carrés, délimités par des lignes droites, verticales et horizontales, comme une sorte de quadrillage. D'une fente centrale se projetait l'hologramme. Il s'agissait ici de biologie, car des plantes et des animaux s'animaient, certains totalement inconnus. Je touchai légèrement l'un des carrés, le plus grand, et l'hologramme commença à me montrer la structure anatomique du corps humain. Je me rendis compte ensuite qu'il s'agissait de mon propre corps, à cause d'une tache de naissance spécifique que j'avais au bras. Alors que je ne bougeais pas d'1 pouce, les images opérèrent une rotation sur les différentes zones de mon corps, les présentant sous divers angles. Dès que je levais le doigt du carré, les images de plantes et animaux revenaient. Si je bougeais mon doigt à l'intérieur du carré, les images montraient l'intérieur de mon corps en offrant la projection des organes internes en fonction de la position de mon doigt sur le carré. En déplaçant mon doigt d'une certaine manière, je pouvais obtenir un agrandissement de la zone observée. Je restais sans voix, car je pouvais aller jusqu'à voir des molécules. J'avais l'impression de rêver, mais je regardais, en effet, une molécule de mon foie ayant une dimension énorme. En quelques secondes, j'avais dépassé de loin les rêves les plus fous de l'humanité en matière de science. Puis, je voulus aller encore plus loin. L'image se fixa sur une particule, mais elle devint floue et se bloqua sur ce qui semblait être un atome, comme un brouillard avec un centre lumineux. Ahuri, je touchais d'autres carrés du quadrillage. À chaque fois, le carré s'illuminait en orange et à l'intérieur apparaissaient des signes inconnus. Je parcourus, fasciné, d'autres carrés, en suivant des projections incroyables de la vie sur d'autres corps célestes. Je me rendis compte qu'en touchant simultanément la surface de 2 carrés différents, l'image prenait la forme d'une analyse très complexe montrant des molécules ADN de différents êtres et leurs possibilités de compatibilité. Les images s'accompagnaient d'étranges annotations qui étaient probablement des observations, des commentaires et des indications sur l'analyse effectuée. Les animations dynamiques représentaient des phases possibles et finalement apparaissait la forme mutante la plus probable en fonction de l'analyse génétique. Je redescendis tout tremblant. Mon esprit refusait d'être cohérent. J'avais des pensées étranges. Voyant ce qui m'arrivait, César réussit à calmer ma paranoïa galopante, déclenchée par le choc provoqué par le fossé technologique dont je venais d'être témoin. Quelques minutes plus tard, j'étais revenu à la normale. « Tu peux passer ici des années sans t'ennuyer »,
lançai-je. Je peux à peine imaginer le niveau technologique de ces concepteurs. Mais qui sont-ils? Impossible que tu ne le saches pas. César me répondit très sérieusement. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous n'en avons aucun indice. C'est comme s'ils avaient voulu nous laisser tout leur savoir, d'une valeur incommensurable, mais pas nous laisser leur identité. La seule chose qu'on peut deviner, c'est qu'ils étaient très grands. Il n'y a pas d'autres explications aux objets de dimension gigantesque qui se trouvent ici. Mais tu peux être fier, car depuis 50 000 ans, tu es le premier à voir la table de biologie en détail. J'ai été impressionné par la méthode de croisement que tu as expérimentée. Nos chercheurs n'ont pas encore découvert la variante du toucher simultané de 2 carrés. Il est vrai qu'on a tant à faire en si peu de temps. Cela ne fait que 6 jours que nous sommes entrés dans cette salle, et seulement 3 depuis que nous l'analysons. Nous continuâmes notre chemin. 5 tables énormes se répartissaient de chaque côté de la salle jusqu'à mi-parcours, à quelques 7 mètres du bouclier énergétique. Nous sommes passés rapidement devant chacune car César m'annonça que ma présence sur le site était très limitée par le temps. Par ailleurs, mon arrivée sur la base était le fruit d'une intervention très spéciale du général Obadea, César ne pouvant endosser lui-même une telle décision. 5 Roumains et 3 Américains se trouvaient avec nous dans la salle des projections. Les 3 tunnels étaient gardés chacun par 2 militaires et 2 officiers assuraient la surveillance de la salle. La consigne est de ne rien toucher, ne rien projeter sans autorisation, m'expliqua César. Très bien, mais qu'est-ce qu'il protège ici? Plus précisément, de qui? C'est le protocole. De surcroît, comme je te l'ai dit, il existe certains éléments que je ne peux pas te dévoiler et qui sont la raison de cette protection. Nous passâmes rapidement devant chaque table, où des projections en cours balayaient les domaines de la physique, de l'astronomie, de l'architecture, de la technologie, plus un thème qui abordait les caractéristiques de plusieurs races d'êtres intelligents, qui n'avaient pas toute une apparence humaine, et un domaine peut-être religieux. Le nombre d'informations diffusées aurait nécessité une étude continue sur plusieurs années par de nombreuses équipes d'hommes de science. Cela créait l'impression d'une bibliothèque de l'univers, synthétique et extrêmement en avance sur notre temps. Vers le milieu de la salle, une sorte d'estrade trônait, d'une hauteur d'environ 2,5 mètres, avec 5 marches qui en facilitaient l'accès. Nous grimpâmes les marches avec César et arrivâmes devant un dispositif qui ressemblait à une cabine circulaire faite d'un matériau transparent, haute de 3,50 m et large d'environ 1,50 m. Des installations compliquées s'y trouvaient. À mi-paroi, jaillissait une sorte de plateforme, et plus haut se nichait comme un bouquet de capteurs sensoriels métalliques. Nous avons conclu que cela représente une installation d'amplification mentale, me dit César. Un possible amplificateur d'énergie psychique, une véritable machine appliquée à l'esprit. Elle est construite en fonction de ses concepteurs. Les capteurs que tu vois en haut correspondent parfaitement à la tête d'un homme d'une taille d'environ 3,50 m, assis sur cette plateforme. Pour l'instant, nous ne savons pas comment cela fonctionne. Nous devons faire quelques adaptations dans les prochains jours. Nous attendons plusieurs appareils et des spécialistes pour commencer à l'analyser en détail. Savez-vous quel était le but d'un tel dispositif ? Manquerai-je avec intérêt ?
J'imagine qu'il a une grande importance au vu de sa position centrale. C'est vrai, mais nous ne connaissons pas son véritable objectif. Il est probable que l'être qui se connectait au capteur était capable de contrôler de fortes énergies psychiques, mais je suis incapable de te dire dans quel but. Après être descendus, nous continuâmes en passant derrière l'estrade. À environ 15 mètres sur la même ligne centrale figurait un tableau de commande ou ce qui y ressemblait. Il n'était pas très grand et avait une forme carrée posée sur un pied central qui jaillissait du sol. Toutefois, il me dépassait légèrement et je ne pouvais voir ce qu'il abritait. Je m'emparai d'une autre échelle et grimpai quelques marches. Cela semblait très complexe, comme le réseau précédemment formé de plaques, plus ce que nous appelons des boutons. Étaient représentés des symboles géométriques précis avec différents coloris. Des triangles, des carrés et des spirales. 2 fentes parallèles, au milieu du tableau, sortaient à l'extérieur sur une vingtaine de centimètres. Elles ressemblaient à des manettes. Un grand carré, placé à droite du tableau de commande, recelait un bouton rouge en forme de cercle, beaucoup plus grand que les autres symboles. J'ai estimé le diamètre du cercle à environ 10 centimètres. Autour de lui, beaucoup de signes compliqués s'alignaient, de la même écriture que celle que j'avais déjà vue sur la table de biologie. C'était la seule zone désignée ainsi sur l'ensemble du plateau. César m'ordonna de ne rien toucher, et surtout pas le bouton rouge. Il me suggéra de passer ma main au-dessus du carré, ce que je fis. Apparut un hologramme immense qui représentait notre planète Terre dans l'espace. Je reconnus, avec émotion, la chaîne des Carpates à leur forme particulière. Ensuite se superposa la projection du carré argenté et du grand bouton rouge. Le bouton clignotait, pendant que les signes écrits défilaient avec célérité tout en changeant de couleur. Je vis la Roumanie, une grande partie de la Hongrie et de l'Ukraine, recouverte par des flots venus de partout et bordant la Transylvanie. Ensuite, l'image se rapprocha et, en peu de temps, la Roumanie devint une mare d'eau où dépassaient seulement quelques pointes montagneuses. La projection du carré, accompagnée du bouton rouge, se stabilisa, puis s'arrêta de clignoter. Immédiatement, de la gauche de l'hologramme, surgit l'image des 2 fentes et des manettes du tableau de commande qui commencèrent à coulisser vers le bas. Je regardais comment les eaux se retiraient de notre territoire et qui, étrangement, allaient vers le sud, vers un point unique que je localisais quelque part dans le massif Retesa, plus probablement dans les monts Godéanu. Toute l'eau s'écoula dans la terre par cet endroit. Et de nouveau, le territoire de la Roumanie parut sec. Les formations géologiques que l'on connaît aujourd'hui faisaient leur apparition. Toutefois, sur une certaine zone, sur le territoire actuel de Vrancea, une fente de couleur sombre d'environ 30 km se déployait, sans que je réussisse à comprendre ce qu'elle pouvait signifier. Par ailleurs, le delta manquait à l'appel, et en lieu et place de la mer Noire se dressait un plateau immense qui se prolongeait vers le Proche-Orient. Puis, l'image disparut. Stupéfait, je me tournai vers César. « Ils nous ont même laissé un manuel d'utilisation, n'est-ce pas ?» fit-il en riant. « Le procédé est semblable pour chaque bouton du tableau, mais j'ai voulu que tu vois celui-ci en particulier et surtout que tu puisses voir quelles en sont les conséquences lorsque l'on touche au bouton rouge. J'espère qu'il existe un système de protection efficace. Pour l'instant,
Ceux de l'équipe de recherche ont identifié une succession de 3 étapes complexes avant de pouvoir appuyer sur ce bouton qui déclenche le déluge auquel tu viens d'assister. Le procédé d'enseignement est très pratique, facile et intuitif. On pense que ces installations maintiennent, de manière encore inconnue, un équilibre énergétique sur la zone géographique sur laquelle se trouve la Roumanie. Tu as pu voir la catastrophe qui peut se produire si cet équilibre est affecté. Abasourdi, je hochai la tête. On reprit ensuite le chemin vers l'extrémité de la salle. Après l'étable des géants, j'observais des dispositifs très hauts, d'apparence métallique, flanqués de ramifications métalliques également, de formes disparates et alambiquées. César m'informa qu'on ne savait rien de leur fonction. Ils donnaient l'impression d'antennes gigantesques. Environ 10 mètres après le tableau de commande, nous arrivâmes à un énorme quadrilatère délimité dans le sol. Son côté mesurait environ 3 mètres et sa surface, parfaitement nette, avait une teinte jaune d'or. Au milieu se trouvait un mini-dôme d'une quinzaine de centimètres, avec une fente sur la partie supérieure avant. Sur la surface carrée reposait un récipient de la forme d'une amphore antique haute d'1 demi-mètre. Le contenu de cette amphore est un des points forts de cette découverte, m'expliqua alors César. Personnellement, je pense que c'est ce que le seigneur Massini désirait avant tout, pour lui-même et l'élite maçonnique. L'amphore ne comportait aucune inscription. Fabriquée dans un type de métal de tonalité rouge, elle n'avait pas d'anse. Le couvercle, très élégant, ne laissait pas voir son contenu. César le souleva, et je vis une poussière scintillante, très fine. Les parois du récipient se paraient de reflets bleutés, ce qui faisait ressortir la magie de la poudre. On a analysé cette poussière. Les chercheurs américains ont été consternés de constater qu'il s'agissait d'une structure cristalline inconnue de l'or monoatomique. C'est un dérivé de l'or d'un blanc brillant. La poussière d'or monoatomique est très difficile à obtenir, surtout dans une forme d'extrême pureté, comme elle est présentée dans les textes antiques et les rares références alchimistes authentiques du Moyen Âge. La science actuelle est incapable d'obtenir cette pureté extraordinaire. Mais même non pure, elle a des résultats spectaculaires sur les organismes vivants et leur pouvoir de régénération. Il existe encore trop peu de sources d'informations sur les moyens d'obtenir cet or. La NASA a investi des fonds colossaux dans cette recherche. Je n'avais jamais entendu parler de l'or monoatomique avant, ni de son emploi. Mais pour quelle raison peut-on s'intéresser à cette poussière ? Demandai-je interloqué à César. As-tu prévenu Massini de l'existence de cet or ? Je te fiche mon billet qu'il connaissait l'existence de cet or bien avant d'arriver ici. Je ne sais pas comment, mais c'est certain qu'il le savait et voulait l'avoir. Mais pourquoi le seigneur Massini convoitait-il cet or ? J'ai discuté avec nos chercheurs qui ont pu éclairer ma lanterne. On m'a expliqué que dans sa forme la plus pure, cette poudre stimule certains flux et changements énergétiques au niveau cellulaire, et surtout au niveau neuronal. Autrement dit, cela pourrait provoquer un procédé accéléré de rajeunissement. Théoriquement, un homme peut vivre dans le même corps physique pendant des milliers d'années, à condition de consommer cette potion régulièrement. C'est incroyable et presque inconcevable dans l'esprit de l'homme d'aujourd'hui.
Mais cela éclaire beaucoup d'aspects énigmatiques de l'histoire de l'humanité, liés à la longévité incroyable de personnages très importants, et cela laisse également apparaître les intentions de l'élite maçonnique. Je fus tellement surpris que je restai sans voix. J'attendis, sans bouger, d'autres explications de la part de César. J'entrecoupe ici une dernière fois la lecture, car un schéma nous est présenté, nous le faisons apparaître à l'écran. Notre technologie moderne ne permet pas de générer une poussière d'or monoatomique pure, celle nécessaire pour déclencher le processus de régénération du corps. De plus, l'analyse de la poudre a révélé que les atomes d'or sont combinés avec les atomes d'un autre élément inconnu sur Terre. Cela complique les choses, car on ne peut pas connaître les caractéristiques exactes de cette poudre, en dehors de celles mentionnées dans les écrits antiques, qui, par ailleurs, sont totalement ignorés par les savants conservateurs. César me pria de poser mon pied sur le carré, face au petit dôme. « Attention, surprise !» m'annonça-t-il. Devant le dôme, un immense hologramme animé se déplia. Je compris immédiatement que cela se rapportait au passé très éloigné de l'humanité depuis son origine. Le mensonge de la théorie de l'évolution de Darwin concernant l'espèce humaine me sauta aux yeux. Sa principale erreur ne provenait pas de sa conception logique, mais de sa méconnaissance de certains éléments concrets qui s'étaient déroulés dans un passé lointain. Une synthèse réalisée de façon exceptionnelle, intelligente et intuitive me le démontra clairement. Sous l'émotion, je sentis mes jambes fléchir et je me retrouvai à genoux, tout en continuant à absorber les images si réelles des événements marquants de l'histoire de l'humanité, ainsi que sur notre véritable origine. Je ne peux malheureusement pas les relater dans ce livre, c'était la condition que César me demanda de respecter pour ne pas rompre les termes de l'accord bilatéral entre la Roumanie et les États-Unis. Mais ce que je peux dire, sincèrement, est que, selon mon appréciation, 90% de ce que nous connaissons officiellement à l'heure actuelle sur l'histoire de l'humanité est faux et contrefait. De façon étonnante, ce qu'on pense s'être passé est en grande partie mensonger, tandis que les mythes et légendes, qui sont considérés par la majorité comme des fantaisies, sont quasiment réels dans leur grande majorité. Cette étrange inversion a été, au fil du temps, à l'origine de nombreux conflits entre les hommes. La plupart des idées et des suppositions des archéologues et hommes de l'art sont fausses et continuent d'être véhiculées, même s'ils ont, dans certains cas, des preuves évidentes de leurs erreurs. Certaines fantaisies des savants, comme la théorie de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années, ou la certitude que les anciens continents comme l'Atlantide ou les Lémurie ne sont que des mythes, ont été balayées devant mes yeux, parce que moi, j'ai vu comment les choses se sont réellement passées. Mais il est fort probable que beaucoup d'érudits préféreront dormir tranquilles au lieu d'accepter le défi de l'inconnu. Parfois, à un moment important dans le temps, à la projection de l'événement s'additionnait la carte du ciel avec les positions marquées des principales étoiles et constellations à cette date. César m'expliqua que cela s'était avéré une excellente méthode de datation historique, parce qu'il suffisait de superposer la position des astres pour obtenir ainsi les périodes temporelles pendant lesquelles les épisodes se déroulaient. La période de temps couverte par les projections était énorme, plusieurs centaines de milliers d'années.
Or, le cycle de précession de la Terre de 25 920 années ramène les constellations, dans leur position relative à notre planète, sur la même position à des périodes multiples de 25 920 ans. La conclusion était qu'on pouvait dater la construction de l'ensemble des monts Bucégi à une période située entre 50 et 55 000 ans. Cela grâce à une image de la grande galerie et de la salle principale, avec tous les objets exactement au même endroit qu'aujourd'hui. Les leçons étaient faciles à ingurgiter, mais extrêmement bouleversantes par leur contenu. Je vis la vérité sur l'ancienne civilisation égyptienne et comment les grandes pyramides furent construites. Vérité tout autre que celle que les égyptologues veulent nous faire avaler. Je vis ce qui s'est réellement passé pendant le déluge et quelles furent les civilisations qui repeuplèrent la terre. Mais je n'ai pas le droit de le révéler, car cela implique des réalités choquantes pour l'esprit et la conscience humaine contemporaine. Initialement, je pensais que le projecteur allait me montrer le passé de l'humanité, de ses origines jusqu'à la constitution du Bucégi. Puis, je vis que les projections montraient les principaux aspects historiques de l'évolution des diverses races de la planète jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Cela signifiait que les géants qui avaient construit tout le dispositif maîtrisaient parfaitement la temporalité, car ils avaient trouvé le moyen d'actualiser les données. Il semblait que la dernière actualisation avait eu lieu en 500 après Jésus-Christ. Mais personne n'était en mesure de dire pourquoi les informations historiques s'arrêtaient à cette date. Je vis Jésus-Christ et sa crucifixion, qui est aujourd'hui niée par beaucoup de personnes. Je peux dire que pendant cette période, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup plus incroyables que celles présentées dans les évangiles. Les projections m'ont révélé que de nombreuses personnes venues d'autres périodes historiques ont assisté à la crucifixion de Jésus. Ces êtres, qui ne se distinguaient pas des autres Hébreux présents, avec le même style d'habillement, avaient en fait des traits de visage fort différents et s'efforçaient de rester discrets. L'hologramme me présenta également des séquences de la vie et des missions spirituelles d'autres personnages exceptionnels, preuve de la divinité de l'humanité du passé très éloigné. J'ai vu ainsi les actions de grands réformateurs d'il y a 18 à 20 000 ans, sur lesquels nous ne connaissons absolument rien. À cette époque, le système social et la population de la planète étaient complètement différents de ce que l'on connaît à présent, et les archéologues, anthropologues et historiens devraient réviser leur conception sur ces époques éloignées. Il y eut tellement de choses vues qu'il me faudrait des centaines de pages pour les décrire approximativement. Les officiers qui assuraient la sécurité de la salle et les 6 militaires regardaient les images, aussi hallucinés que je l'étais, même s'il est certain que ce n'était pas la première fois qu'ils les voyaient. À la fin de la séance, quand la dernière image disparut, je restai longtemps immobile, regardant dans le vide. Finalement, César m'indiqua qu'il était temps de retourner à la base. Nous avions atteint la limite de ce que j'avais le droit de visionner dans la salle des projections. Devant moi ne restaient plus que les 3 ouvertures géantes qui correspondaient à d'énigmatiques tunnels dans la montagne. Devant chaque tunnel se postait un tableau de commande, plus petit que le poste central. Je questionnai César à propos du mystère des 3 tunnels. Il m'informa qu'il ne pouvait pas m'en parler, seulement me dire que les 3 projecteurs étaient liés à ces tunnels. La seule chose qu'il pouvait divulguer était que les 3 tunnels allaient à 3 endroits différents sur la planète. Le tunnel de gauche était lié à l'Égypte. Il se terminait sous le sable,
entre le Sphinx et la Grande Pyramide. Le tunnel de droite courait en direction des montagnes du Tibet. De ce second tunnel, il y avait des ramifications qui menaient vers la ville de Buzău en Roumanie, et une autre ramification qui débouchait en Irak, près de Bagdad. De celui-ci, une nouvelle branche partait vers la Mongolie. César me précisa que le tunnel central descendait vers l'intérieur de la Terre, mais n'en dit pas plus. Le troisième tunnel central faisait l'objet d'un secret mondial sur lequel les États-Unis souhaitaient de fortes garanties. À ce moment précis, ni César ni le général Obadéa ne connaissaient de nouveaux éléments sur les discussions bipartites, mais il était certain que cela faisait partie d'un échange avantageux pour l'État roumain. Connaissant la terrible influence des maçons et les relations du seigneur Mazzini dans les structures politiques des deux pays, on pouvait soupçonner que se tramaient de sérieuses discussions sur le commandement de la base. Fort heureusement, des personnes importantes dans l'appareil politique roumain connaissaient les machinations odieuses de la maçonnerie et pouvaient s'opposer à leur influence au niveau de la base du BUCJ. Avant de quitter les lieux, César m'informa qu'ils étaient en train de préparer, dans le plus grand secret, une expédition du premier tunnel vers l'Égypte, ensuite vers le Tibet et, in fine, vers l'intérieur de la Terre par le tunnel central. Les discussions bilatérales avaient abouti à la constitution d'une équipe d'élite pourvue de 16 individus, 6 Américains et 10 Roumains. L'opération serait dirigée par César, qui avait maintenant le grade de colonel du service roumain d'information. Le départ allait avoir lieu à la fin du mois de septembre 2003. Les préparations s'avéraient très complexes. César resta muet comme une tombe concernant ces mystérieux tunnels. Je ne sus même pas si leur structure était identique ou non à celle de la Grande Galerie. Il ne souhaita me donner aucun détail supplémentaire. Cependant, sans aller plus loin, je pense que les éléments présentés ici peuvent déjà faire l'objet de profondes réflexions qui peuvent nous préparer aux événements à venir. Pour des raisons évidentes, j'ai omis délibérément de préciser certains endroits qui peuvent conduire à l'identification de la zone de la base où eut lieu la grande découverte. Un an plus tard, les sensations que j'ai vécues pendant ces quelques heures continuent de m'imprégner totalement. Sur toutes ces révélations plane l'énigme ancestrale du temps et de la sagesse de ceux qui ont réussi à le contrôler, attendant patiemment des milliers d'années le moment de nous révéler la vérité. Fin du livre 1. Note de l'éditeur. La suite de Radu Sinamar, intitulée « Le mystère égyptien », qui décrit l'exploration du tunnel vers l'Égypte, est publiée le 1er décembre 2016 aux éditions Atlante. La lecture du livre s'achève ici. Alors, sommes-nous toujours si certains de connaître notre véritable histoire et celle de notre planète ? Nous espérons que cet ouvrage vous a fait voyager autant que nous aux confins des possibilités concernant notre passé commun. Dans le cadre de notre recherche de la vérité sur la réalité du monde où nous évoluons, il fut précédemment établi que toutes les facettes qui composent le système global qui régit nos sociétés furent créées par le pouvoir occulte, de même qu'elles sont régies par les instruments de ce dernier.
Il fut démontré que le fonctionnement du monde et de nos sociétés n'est pas de nature fortuite, né du hasard ou de l'évolution, mais qu'il fut bel et bien pensé, mis en œuvre et orchestré par le pouvoir occulte. Cela afin d'asseoir sa domination mondiale sur toute ressource matérielle, nous inclus. Car nous devons bien comprendre que c'est comme tel qu'il nous considère. Les dires du seigneur Massini confirment à nouveau ces faits. Le pouvoir occulte est présent partout, dans toutes les strates de la société et du système. Il dispose de tous les outils nécessaires à la poursuite de ses plans de contrôle total planétaire, car il est l'architecte de ces sociétés et du système. Il fut également établi qu'au-delà du contrôle social, politique, économique, médical, culturel et religieux, que le pouvoir occulte exerce sur nous également un contrôle de nature spirituelle. Autrement dit, un contrôle de l'esprit. Nous avons vu que l'aspect occulte et spirituel, satanique, est un élément fondamental des croyances intimes, des plans et des actes du pouvoir occulte. Quelles que soient nos convictions personnelles, c'est un fait. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté et qui souhaitent en apprendre davantage sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre livre audio « Le gouvernement mondial de l'Antéchrist » de Serge Monat. Le contrôle spirituel et le contrôle de l'esprit. Nous y sommes. Nos lectures précédentes nous ont poussés à nous interroger sur nos croyances. Nous nous sommes exercés à nous interroger sur leur provenance. Pourquoi est-ce que je pense ce que je pense de tel sujet ou de telle situation? Par exemple, pourquoi est-ce que je pense que des terroristes islamistes sont à l'origine du 11 septembre? Pourquoi est-ce que je pense que l'Union européenne, c'est la paix? Pourquoi est-ce que je pense qu'il est important de faire vacciner mes enfants? Ou encore, pourquoi est-ce que je pense que notre planète a 4,5 milliards d'années? Si nous sommes réellement honnêtes envers nous-mêmes, nous réalisons que la grande majorité, voire tout ce que nous croyons savoir, ne provient pas d'une réflexion active de notre part, mais que cela nous a été inculqué par un organe outil du pouvoir occulte. Citons par exemple la télévision, la presse, la radio, l'école, sans oublier nos parents et nos proches, eux-mêmes conditionnés par les mêmes outils. Ainsi, toujours dans une démarche d'esprit ouvert et de questionnement, pourquoi il n'en serait pas de même pour notre histoire, en tant qu'humanité, celle des civilisations et celle de notre planète? Pour quelles raisons le pouvoir occulte se serait privé de cet outil formidable qu'est la réécriture de l'histoire, sachant qu'il possède les leviers nécessaires pour le faire? Rappelons-nous qu'il est d'autant plus aisé de manipuler, conditionner et reprogrammer des êtres déracinés, vierges de tout passé. Cet ouvrage est une parfaite illustration de cet aspect. Il démontre en détail comment une si grande découverte, fondamentale pour l'humanité et pour sa compréhension de son histoire passée, peut être si parfaitement étouffée dans l'œuf et rester dans la main du pouvoir occulte pour ses propres intérêts. En fait, au niveau mondial, combien de personnes ont eu vent de cette découverte, sans parler des campagnes de décrédibilisation qui ont été mises en place? Cet ouvrage démontre également à quel point le pouvoir occulte a accès à toutes les technologies les plus secrètes qui dépassent en tout point dans leur avancement celles qui sont laissées à notre connaissance. Notons aussi que César Brad lui-même est un instrument du pouvoir occulte. Il fut conditionné et programmé, dès la petite enfance, à le servir
n'ayant aucune identité officielle, aucun libre arbitre dans la conduite de son existence. À la lumière de ces informations, nous pouvons également élargir notre réflexion aux différentes guerres et conflits qui surviennent dans le monde. Nous savons désormais qu'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture aux agissements du pouvoir occulte. Premièrement, une guerre lui apporte des bénéfices économiques, financiers et politiques. Elle permet de redessiner la géopolitique mondiale. À travers cet ouvrage, nous comprenons que les guerres peuvent également avoir des motivations profondes et inavouées. Mettre la main sur des découvertes extraordinaires de type artefacts millénaires, lieux souterrains secrets, pyramides ensevelies ou cachées. Des découvertes qui sont volées à l'humanité tout entière et qui mettraient à mal la programmation mentale collective que nous subissons tous si elles étaient portées à la connaissance des peuples. Qui sait ce qui se trouvait dans les sous-sols de l'Irak et d'Afghanistan, par exemple, des lieux considérés comme des berceaux de la civilisation. Notons enfin que les guerres ont un aspect occulte et rituel. Elles peuvent être considérées comme des sacrifices en masse à leur maître, Satan. En conclusion, ne laissons pas la programmation transgénérationnelle du pouvoir occulte nous rattraper, nous berner et nous aveugler. Ne la laissons pas nous inciter à penser que certains sujets sont dignes d'être remis en question, mais qu'il n'est pas acceptable d'en questionner d'autres. Pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs investigations sur un passé volé, nous vous invitons à découvrir une chaîne atypique et passionnante qui remet tout en question. Il s'agit de la chaîne L'Archiviste. Vous trouverez le lien pour y accéder dans le descriptif de cette vidéo. Enfin, sur le sujet des recherches parapsychologiques et des unités gouvernementales non officielles créées dans ce but, en écho à César Brad et au département 0, nous vous proposons un ouvrage passionnant sur le sujet. Fantastique recherche parapsychique en URSS. Écrit par Sheila Ostrander et Lynn Schroeder, aux éditions Robert Laffont. Nous espérons pouvoir le partager à l'avenir sur notre chaîne. Chers auditeurs, nous vous remercions pour votre suivi et vos motivations quant à la poursuite de la création de nouveaux livres audio. N'oublions pas que la programmation du pouvoir occulte est présente dans tous les aspects de nos vies, même les plus infimes. Alors, efforçons-nous de garder nos esprits ouverts et vifs. Cultivons la remise en question éclairée des fondements mêmes qui nous furent inculqués et qui motivent nos pensées, nos actions et nos comportements. Écoutons notre cœur, continuons à nous cultiver sous le prisme de la réalité. La connaissance est notre meilleure arme. À bientôt pour de nouvelles lectures libératrices. But the goodness of Jaja, I endure it forever. So if you want the big tree, we are
burying it, and whosoever diggeth a pit shall bury in it. If you are a big, big tree, we are the small axe, ready to cut you down, to cut you down. If you are the big, big tree, let me tell you that we are the small axe, ready